Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez deviné, sur Breaking Bitcoin. Vous avez été nombreux à me demander les highlights de Breaking Bitcoin parce que je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les différentes cartes de paiement. Je vous ai demandé si vous étiez intéressés et vous m'aviez dit oui, nous sommes intéressés. Donc du coup, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo. Et comme je vous l'avais dit, la difficulté c'est qu'il y a eu plein de sujets qui ont été évoqués, donc je ne vais pas pouvoir parler de tout, je vais devoir faire une sélection. Et donc je vais sélectionner un petit peu à la fois mes coups de cœur et aussi les sujets en fait que je peux évoquer dans une vidéo d'une quinzaine de minutes, parce que certains sujets demandent vraiment de s'y mettre et peuvent pas vraiment être survolés. Donc voilà, donc c'est un peu la difficulté ici, c'est un certain nombre de conférences, un certain nombre de speeches, on va dire, étaient assez techniques. Donc sur ces speeches assez techniques, ça va être plus compliqué quand même de vous faire un résumé qui soit pertinent, parce qu'il faudrait rentrer dans le détail pour vraiment faire, je dirais, honneur à ces présentations, et vraiment vous montrer en quoi elles étaient éventuellement intéressantes. La première présentation dont j'aimerais vous parler, c'est la présentation de Jimmy Song. En fait, Jimmy Song, il a carrément en fait commencé la conférence, c'était la première personne à parler, et il nous parle du coût des hard forks. En fait, il revient principalement sur Bitcoin Cash, sur l'impact que Bitcoin Cash a pu avoir, et en fait, il nous parle de ces fameuses externalités, du coût caché du hard fork de Bitcoin Cash. Parce que ça a dû vous arriver, en fait, on a eu un peu cette surprise, cette impression d'avoir de l'argent gratuit lors du fork de Bitcoin Cash, puisque la valeur additionnée, en fait, du nouveau Bitcoin, donc le Bitcoin Cash issu du hard fork, et, on va dire, le véritable Bitcoin, la valeur additionnée des deux chaînes, on va dire la capitalisation totale, même s'il y a un problème effectivement avec cette mesure, hein, le market cap, il y a un problème avec cette mesure-là, mais en tout cas, le market cap additionné des deux chaînes était plus important que le market cap de Bitcoin avant la séparation des chaînes. Or, en économie, généralement, il n'y a pas d'argent gratuit. Vous avez cette expression, there is no such thing as a free lunch. Donc un repas gratuit n'existe pas. Donc ça, c'est un peu un concept, un peu une idée récurrente, générale, assez communément acceptée en économie, que la gratuité, ça n'existe pas. Si c'est gratuit, ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a payé. Et là, en l'occurrence, on a eu ce qui s'est passé. On a eu une impression que, pour une fois, cette règle n'était pas respectée et que finalement, on avait créé de la richesse à partir de rien. Puisque, comme je vous l'ai dit, donc, la valeur totale de tous les Bitcoin et Bitcoin Cash en circulation était supérieure à la valeur totale des Bitcoins en circulation avant le fork, ou semble-t-il en tout cas que c'était le cas. Et effectivement, pour ceux qui ont récupéré leur Bitcoin Cash et les ont vendus, ça a permis de faire par exemple 10 ou 20% en plus par rapport à la valeur de ce qu'ils pouvaient avoir avant le fork. Donc c'est assez surprenant. Normalement, si vous avez ce genre de cas de figure, en fait ce qui se passe, c'est que voilà, si vous séparez en deux, c'est comme sur le marché des actions, si une entreprise se sépare en deux et que les deux actions peuvent être... On passe de une action à deux actions qui proviennent finalement de la même entreprise, donc une entreprise se divise en deux entités. Voilà, ces deux entités, logiquement, la valeur va être égale à la valeur de l'entité précédant la séparation de l'entreprise en deux entreprises plus petites. Mais la théorie derrière ça étant que on n'a pas rajouté de la valeur. Si vous aviez une entreprise composée de deux entités et que ces entités se séparent, il n'y a pas de création de valeur. C'est juste que on avait une entreprise, maintenant on en a deux, mais ça revient au même. C'est les mêmes services, c'est la même production. Rien n'a changé à part que maintenant on a deux choses au lieu d'une seule. Et donc on divise par deux, d'une certaine manière. Même si évidemment, voilà, le marché se continue, donc il y a des fluctuations, etc., marginales. Mais on divise par deux. Alors que là, on n'a pas du tout divisé par deux, on a eu un accroissement de la valeur finalement du portefeuille des gens qui avaient du Bitcoin avant, qui ont eu du Bitcoin et du Bitcoin Cash après, la valeur a augmenté par le biais du fork.
Alors évidemment, il y a des choses que l'on ne voit pas là-dedans, c'est-à-dire que Bitcoin est sur une tendance ascendante, donc on ne peut pas vraiment voir quel a été l'impact de Bitcoin Cash sur la réduction finalement de l'augmentation. On n'est pas capable de mesurer la réduction de l'augmentation si elle a eu lieu. Donc c'est assez dur de voir vraiment l'effet sur les prix, mais en tout cas, il semblerait qu'on ait eu de l'argent gratuit, on a eu de la création de valeur gratuite avec le fork. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, et c'est ce que Jimmy Song nous dit, c'est qu'il y a des coûts cachés. Donc ces coûts cachés, on les appelle en économie les externalités. Des externalités, c'est... je vous donne un exemple ici. Donc si vous polluez, par exemple, c'est une externalité négative. Vous êtes une industrie et donc vous produisez des biens, vous produisez des choses en consommant des matières premières et vous rejetez des gaz carboniques dans l'atmosphère et vous polluez éventuellement, par exemple, ça arrive, vous polluez éventuellement l'environnement qui est autour de vous, par exemple les rivières. Ce qu'il se passe, c'est que, eh bien, vous êtes en train d'affecter l'environnement qui est autour de vous, et cette dégradation de l'environnement, elle représente un coût pour la société. C'est comme ça qu'on le voit là, en tout cas en économie. Ça représente un coût pour la société, et c'est vrai, si par exemple, il faut mener des opérations de dépollution de rivières par votre faute, vous allez bien en fait reporter un coût qui aurait dû être le vôtre, puisque c'est vous qui avez généré la pollution, vous avez reporté ce coût sur le reste de la société. Donc ça, c'est le problème d'externalité, c'est-à-dire que dans certains cas, et c'est lié en fait au problème des biens communs, dans certains cas, certaines entités, certaines entreprises, certaines personnes ne vont pas en fait avoir à subir le coût complet de leurs actions, alors qu'elles peuvent bénéficier parfois du revenu complet. Donc, chaque personne, on a l'impression finalement que Bitcoin Cash était de l'argent gratuit, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y aurait pas des coûts cachés derrière ça? Et c'est ce que Jimmy Song en fait nous explique, c'est qu'il y a eu des coûts supplémentaires qui ont eu lieu. Les utilisateurs, ils ont vu qu'une chose, c'est qu'il y avait plus d'argent. Les mineurs, ils ont vu qu'une seule chose, c'est qu'il y avait plus d'argent lors du fork du Bitcoin Cash. Et les échanges, attention, même si on va le nuancer, ils ont vu qu'une seule chose, c'est qu'il y avait plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi des fonds en Bitcoins, ils ont récupéré des Bitcoin Cash. Et également, pour ceux qui ont listé, ceux qui ont listé le Bitcoin Cash, ça a été vraiment une grande réussite pour eux. Ils ont eu plein d'afflux de capital. Pour ceux qui ont listé le Bitcoin Cash, ça a été très très rentable. Donc il y a eu des coûts pour les échanges, les plateformes d'échange, que les utilisateurs seront peut-être amenés d'ailleurs finalement à payer d'une certaine manière ou d'une autre à travers les frais, mais il y a eu des coûts. Ça a été assez complexe à gérer pour certaines plateformes d'échange, ce fork du Bitcoin Cash. On ne le voit pas forcément en tant qu'utilisateur, mais le dépôt et les retraits ont dû être bloqués. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le cold storage. Donc, la plupart des échanges, on parlera aussi de Mt. Gox après, mais certains échanges, justement, la plupart des échanges n'ont pas envie d'être le prochain Mt. Gox. Donc ils ont certaines mesures de sécurité mises en place, et une de ces mesures de sécurité, c'est de détenir un nombre le plus important possible sans empêcher les gens de retirer leur argent, un nombre le plus important possible de bitcoins et d'autres cryptos en cold storage, c'est-à-dire avec des clés privées qui ne sont pas connectées à Internet, qui ne sont pas connectés à la plateforme. Ce sont des clés privées qui vont être, par exemple, sur des hardware wallets, dans un coffre-fort, ce genre de choses. Ça peut même être, si on veut, des paper wallets, mais mis à l'abri, dans un coffre-fort, etc., avec tout un processus pour y accéder, vraiment très 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 protégé et très suivi, pour pas que n'importe quel employé puisse évidemment avoir accès aux clés privées. Donc tout un processus de sécurité qui est mis en place, mais en fait, voilà, c'est des clés privées qui ne sont pas dans le système. Donc des entrepôts, si vous voulez, des espèces de réserves de Bitcoin pour lesquelles la plateforme d'échange n'a pas accès directement. C'est-à-dire que le logiciel de la plateforme d'échange ne peut pas les retirer dedans, puisque ce n'est pas connecté, ces clés privées ne sont pas connectées à Internet. Il faut qu'il y ait une opération manuelle qui soit faite pour faire un virement de ces clés privées-là vers les portefeuilles connectés à la plateforme d'échange. Et il y a tout un processus pour ça, pour pas que ça se fasse n'importe comment et que les clés privées se baladent dans l'entreprise et que des employés puissent retirer des fonds et partir avec. Et évidemment, tout le principe est là, donc il y a un processus très précis à suivre. Et finalement, dès qu'on va commencer à faire des virements, à retirer de l'argent donc de ce cold storage, cette réserve froide à l'abri,
on a toujours cette question de est-ce que les clés privées ont été exposées. Donc après, voilà, les plateformes d'échange, ça leur représente un coût aussi, parce que certaines, bien, voilà, il y a un coût. Il y a un coût quand on retire du cold storage. Il y a un coût après quand on en remet, parce qu'il faut tout resécuriser éventuellement. Donc, également, donc, ils ont dû installer des nouveaux logiciels pour supporter Bitcoin Cash. Ça leur a coûté également plein d'argent, puisque ils ont dû vérifier que ça n'allait pas introduire des virus, des malwares de leur côté. Pour faire un wallet Bitcoin Cash, ça voulait dire qu'ils ont installé du logiciel Bitcoin Cash. Et évidemment, ils devaient fournir également donc, une opportunité de retrait. C'est pas forcément le cas pour toutes les plateformes. Hein. On voit Coinbase, ils ont un petit peu plus de mal, mais ils devaient fournir une possibilité de retrait, voire, s'ils le souhaitaient, donc, ouvrir l'échange de Bitcoin Cash, en fait, ou d'ouvrir l'échange sur leur plateforme. Donc ça représentait un coût supplémentaire, et tout ça en très peu de temps, il faut bien se souvenir, donc voilà, le coût, c'est one-time cost, ça veut dire que ça n'arrivait qu'une seule fois, le coût exceptionnel a été important, a été très important. Vous imaginez bien que du côté des plateformes d'échange, certains ingénieurs n'ont pas beaucoup dormi dans les jours qui précédaient le fork pour que tout ça soit en place. Même chose pour les fournisseurs de plateformes de paiement, ça a posé des problèmes. Parce qu'ils ont dû suspendre les paiements, ils ont dû savoir comment ils détectaient les nouvelles chaînes. Et revoir leur infrastructure. Pour les portefeuilles, ça a été également un problème. Les utilisateurs réclamaient leur Bitcoin Cash, évidemment. Donc il a fallu trouver des solutions. Toutes les wallets ne l'ont pas faites, mais en tout cas, il y a eu de la pression mise sur les développeurs pour trouver des solutions. Et donc les utilisateurs, ils ont perdu aussi, avec des pertes qui ne sont pas forcément faciles à mesurer. Ils ont pris des risques, parce que si par exemple, vous aviez sur un paper wallet et vous avez voulu récupérer vos Bitcoin Cash, vous avez sorti votre paper wallet de l'endroit dans lequel vous l'avez protégé, donc encore une fois le cold storage. Donc voilà, vous prenez un risque à chaque fois que vous touchez au cold storage, évidemment. Donc si on fait ça en plus dans l'empressement, ça peut être embêtant. Il y a eu souvent donc, une perte de vie privée. Pourquoi ? Parce qu'on a consolidé. En fait, vous avez consolidé vos bitcoins, c'est-à-dire vous les avez envoyés pour avoir des Bitcoin Cash. Par exemple, si vous les avez transférés vers un échange, on voit que vous avez envoyé sur des mêmes adresses. À partir de plusieurs adresses, vous avez envoyé sur une même adresse, par exemple. Vous avez consolidé donc, les outputs. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire perte de vie privée. Quand vous envoyez vous faites plusieurs transactions qui vont vers une même adresse, c'est une perte de vie privée. Donc, la nécessité pour leurs utilisateurs de récupérer leur Bitcoin Cash a pu générer ce genre de choses, puisque les utilisateurs ont dû communiquer des informations pour récupérer leur Bitcoin Cash, et souvent ensuite ils sont allés les vendre, et donc ils ont fait des regroupements, ce qui réduit la vie privée sur la chaîne Bitcoin Cash. Mais étant donné que les deux ont la même origine, eh bien on est capable de voir sur la chaîne Bitcoin. Donc on est capable aussi de remonter sur la chaîne Bitcoin. Donc, coûts permanents, donc des coûts que l'on aura à subir à partir de maintenant. Donc les mêmes adresses, donc il va y avoir des problèmes à ce niveau-là, c'est qu'ils utilisent le même type d'adresse, Bitcoin et Bitcoin Cash, tout simplement puisque Bitcoin Cash se prétendait être comme le vrai Bitcoin en fait. Donc les mêmes adresses, c'est embêtant parce que ça va mener à des erreurs de la part des utilisateurs. Donc comment on fait voilà, si on a une plateforme d'échange et les utilisateurs envoient la mauvaise adresse, c'est embêtant. Donc ça a généré évidemment aussi des ralentissements du côté de Bitcoin, et puis Bitcoin Cash n'est pas non plus très solide. Donc l'infrastructure qu'on avait au niveau du minage qui était assez performante sur Bitcoin, maintenant qu'on a deux chaînes, ça pose problème. Reorg attacks, je ne vais pas en parler, c'est pas vraiment un problème pour l'instant. Chain hopping, c'est le fait que les mineurs vont d'une chaîne à l'autre pour profiter de la profitabilité la plus grande. Et comme vous avez besoin du même matériel pour miner en fait l'une ou l'autre, c'est très facile. Ils ont juste mis en place des algorithmes qui leur permettent d'aller d'une à l'autre dès que la profitabilité s'inverse. Donc ils vont d'une à l'autre très rapidement, et donc ça évidemment, ça fait que une chaîne va perdre tout d'un coup sans raison autre que elle est moins profitable. Elle va perdre de la puissance de calcul. Donc on a un système qui est moins fiable à cause de ce fork. Et donc la perte de vie privée.
Les replays attacks, on n'est pas enfin, ça n'a pas eu lieu pour l'instant. Ça devrait pas avoir lieu, ça pourrait avoir lieu pour d'autres hard forks. Ça aura lieu. Ah oui, ça par contre c'est important. On risque d'avoir ce problème avec le hard fork du Segwit2x. Il y a un vrai problème aujourd'hui, pour l'instant, sur la manière dont les développeurs de Segwit2x souhaitent effectuer le hard fork, parce que, étant donné qu'ils veulent en fait que Segwit2x soit la véritable chaîne Bitcoin, ils ne veulent pas du tout accepter l'hypothèse qu'ils sont en train en fait de créer un nouveau altcoin. Okay, ils ne voient pas du tout ça comme un airdrop d'un nouveau altcoin. Ils voient ça vraiment, c'est nous on est Bitcoin. Et la conséquence de ça, c'est que du coup, pour eux, ils ne veulent pas entendre parler de séparation des chaînes et ils ne veulent pas du tout entendre parler de protection sur les attaques replay. Attaque replay, c'est qu'on va venir rejouer une transaction sur l'autre chaîne. Donc le problème, c'est que on risque de faire des transactions où quand vous effectuez une transaction sur une chaîne, il sera possible de la rejouer sur l'autre, ce qui n'est pas ce que vous souhaitiez. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir pouvoir faire une transaction sur une chaîne sans impacter l'autre chaîne, et sans qu'une personne puisse aller rejouer nos transactions sur l'autre. Donc on a un vrai problème à ce niveau-là, et on doit espérer qu'on trouve une solution d'ici novembre. Sinon, ça va juste générer beaucoup d'incertitudes. Et ce qui sera gênant, c'est que le retour à la normale, le temps de retour à la normale va être plus important, le temps que des solutions soient trouvées. Donc voilà. Mais il y aura sûrement des solutions qui seront mises en place quoi qu'il arrive. Mais c'est clairement embêtant si jamais il n'y a pas de replay protection, de protection contre ce type d'attaque. Pour Bitcoin Cash, ça n'a pas vraiment été un problème puisque ça a été intégré. Alors, très bon slide encore une fois. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps sur Jimmy Song, sur sa présentation, mais c'est vrai que c'est peut-être celle qui parlera le plus de monde, qui est quand même bien faite aussi. Vous pouvez aussi aller la voir évidemment sur le replay de Breaking Bitcoin, parce que vous suffit d'aller sur breakingbitcoin.com et d'aller cliquer sur les liens vers les vidéos. C'est marqué live stream, il me semble, ou stream tout court. Voilà. Vous allez cliquer sur les liens et vous retrouverez les différentes présentations. Mais donc ça, c'est un slide intéressant. Pourquoi les hard forks sont attractifs? Et oui, ça c'est un vrai problème. C'est que la réussite d'une certaine manière de Bitcoin Cash, on pourrait inciter à faire de nouveaux hard forks dans le futur. Et un peu, on pourrait arriver à une situation où chacun a un peu envie d'avoir sa propre version de Bitcoin. Parce que quand vous faites un nouvel altcoin, un nouveau coin, qui n'est pas Bitcoin, quand vous faites une nouvelle crypto, c'est difficile de faire connaître votre crypto, c'est un processus très long. Vous avez besoin de faire beaucoup de communication, beaucoup de marketing. Vous avez ensuite besoin de convaincre les plateformes d'échange de lister votre crypto sur leur plateforme. Or, si vous faites un hard fork, plutôt que de simplement créer une crypto classique, vous allez obtenir beaucoup plus de publicité, vous allez pouvoir lister plus facilement sur les plateformes d'échange. Pourquoi ? Parce que vous aurez les utilisateurs qui vont réclamer aux plateformes d'échange et leur dire que ça leur est dû, comme on avait avec Bitcoin Cash, et ce qui est logique. C'est-à-dire qu'il y a un peu un devoir des plateformes d'échange de fournir aux clients ce qu'ils peuvent obtenir gratuitement, ce qui leur est dû. Et le problème, c'est que ça vient avec un coût pour les plateformes d'échange, mais comme on l'a vu. Mais en tout cas elles ont un peu quand même une certaine pression pour quand même délivrer les monnaies qui sont issues d'un fork. Ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, c'est beaucoup plus simple pour avoir sa crypto de listée. Ce qui encourage les hard forks, c'est que c'est très simple, du coup, d'avoir sa monnaie listée. Et donc, d'autres avantages, c'est que vous commencez avec une base d'un code qui est performant, puisque c'est celui qui fonctionne sur Bitcoin. La distribution, vous pouvez vous copier-coller la distribution qui existe sur Bitcoin. Donc, il y a plein de gens qui ont Bitcoin déjà, alors que c'est vrai que si vous lancez une petite crypto, généralement, vous aurez peut-être un nombre d'adresses qui est assez faible, avec une distribution de la richesse dans la crypto qui n'est pas très importante. Donc ça, il y a plein de raisons pour lesquelles des gens pourraient être intéressés, pourraient être poussés à faire des hard forks dans le futur. Donc, on risque de pas en avoir fini
Et donc voilà, voilà ce à quoi pourrait ressembler CoinMarketCap à un moment donné si on continue avec tous ces hard forks. Voilà, avec 10 bitcoins différents qui proviennent de 10 hard forks successifs. Donc espérons que l'on n'en arrive pas là. Et on va devoir s'habituer à ces hard forks, on va devoir faire avec. Et c'est un peu ça la conclusion. La conclusion de Jimmy Song, c'est-à-dire que l'on va devoir finalement s'immuniser contre ces hard forks, on va devoir s'habituer, on va devoir l'intégrer, on va devoir développer des processus, les plateformes d'échange vont devoir développer des processus, les entreprises qui utilisent Bitcoin vont devoir développer des processus pour les prendre en compte, pour s'y préparer, pour systématiser tout ça, et ça sera plus simple, beaucoup plus simple à gérer. Et à côté de ça, eh bien, il faut que la communauté reste solide, reste réunie autour du Bitcoin qui lui semble le plus pertinent. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Voilà pour ce qui est de la présentation de Jimmy Song. Prochaine vidéo, ça sera sur Mt. Gox. On va revenir sur l'histoire de Mt. Gox telle qu'elle a été expliquée par Breaking Bitcoin. Peut-être qu'aussi dans la prochaine vidéo, je ferai plusieurs présentations en une. Comme je l'avais prévu initialement, là finalement, c'est vrai que je suis resté plus longtemps sur la présentation de Jimmy Song que je l'avais prévu. Mais comme je vous l'avais dit, le challenge, c'est vraiment de condenser les infos, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Hein, chaque présentation, c'était une demi-heure, donc vous voulez même la scie raccourcie par rapport à la présentation de Jimmy Song, il fallait quand même que je vous explique certaines choses, si je voulais vraiment vous en parler, et pas juste tout survoler. J'avais besoin de rentrer dans quelques détails. Donc, voilà pour cette vidéo, parce que là, ça fait déjà une vingtaine de minutes. Donc, on va rater là cette vidéo, et il y a la suite de prévu donc sur WISEC et donc sur Mt. Gox, sur le hack de Mt. Gox. Retour sur cette affaire qui est considérable dans l'histoire du Bitcoin, hein, comme vous le savez. C'est un échange qui était extrêmement important à l'époque, qui s'est fait hacker, et ça a eu un impact assez important sur l'écosystème à cette époque-là, et beaucoup de gens ont perdu des Bitcoins à ce moment-là, à une époque en plus où le Bitcoin n'avait pas la valeur qu'il avait aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce premier épisode, parce que du coup ça va être une série, et je te dis à très bientôt.